Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, dans la barre YouTube, il y a le titre de tous les mangas dont je vais parler aujourd'hui. Pareil en description, il y a le timer à chaque fois à partir de quel moment ça commence. Tant que j'y suis, en description, il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram et j'en passe et des meilleurs. Avant de commencer, petit pouce bleu, c'est un commentaire partagé, ça fait toujours plaisir et ça permet à la vidéo d'être plus visible sur YouTube et à la chaîne de grandir tout doucement mais sûrement. J'en profite aussi pour dire, au mardi, j'ai sorti une vidéo sur le clan des pots de Moto Hagio, donc une grande autrice du shoujo, et qui en plus qui est un manga qui inaugure la collection Héritage de chez Akata, qui est donc une collection de mangas, alors je crois surtout des shoujo, pas old school, donc Héritage, et donc Moto Hagio, c'est une des grandes mamans fondatrices du shoujo, et je crois qu'elle a aussi fondé l'yaoi, mais je suis plus vraiment sûr. Enfin, franchement, j'ai un doute là, comme ça en live. Je sais qu'il y a deux trois qui ont eu la paternité, enfin la maternité du yaoi. Je crois qu'elle en fait partie. De toute façon, ça se voit un petit peu qu'il y a un peu les soubresauts de relations entre deux jeunes garçons avec le clan des pots. J'en dirai pas plus. Allez voir ma vidéo. C'est une vidéo qui est assez humble, hein. C'est sur quelqu'un qui connaît pas trop le travail de l'autrice, qui connaît pas trop non plus toute cette période-là du shoujo, mais qui essaye quand même de dire ce qu'il en a pensé. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et maintenant que j'ai dit tout ça, on commence maintenant. Et on démarre avec le sixième tome de Arrête de me chauffer Nagatoro. Donc encore une fois l'édition Deluxe, parce que voilà, je suis un Yankee de 9, donc l'édition Deluxe je la prends, même si ça apporte pas grand chose, mis à part le fait qu'on a Nagatoro qui fait la gueule, et c'est tout, et trois petites illustrations en plus, voilà, je l'ai pris. Donc dans le tome 5, enfin la fin du tome 5, on avait découverte qui était la présidente du club d'art dans lequel est le Senpai. Et donc s'en découle ensuite l'affrontement entre le senpai et la présidente, qui vont s'affronter à coups de tableaux interposés pendant le festival de l'école, donc qui est donc l'apothéose de la saison 1 de Nagatoro. Saison 2 qui était très très bien, qui a introduit de nouveaux personnages qui est vraiment excellent, qui on découvre en plus le nom du senpai, qui découvre lui le prénom de Nagatoro. Il y a d'autres personnages qui apparaissent, notamment la grande sœur, la petite sœur, de certains personnages. C'est vraiment super cool. On sent que la relation entre les deux a énormément avancé dans la saison 2. J'ai hâte que le manga rattrape ça. En tout cas, ceux qui ont du mal avec Nagatoro, par rapport au titre de me chauffer, je peux le comprendre. Le fait que l'héroïne, j'avoue que la couverture plaide pas en ma faveur. Il n'y a pas tant de fanservice que ça, finalement. Il y a plus des sous-entendus, des moments où ça se joue un peu de malice, mais c'est vraiment une série que j'apprécie. Et l'animé, la saison 2, m'a encore plus conforté dans l'idée que j'ai envie de poursuivre dans cette série. Et donc, en tout cas, je conseille toujours aussi chaudement Nagatoro, chaudement chauffé, vous avez compris la blague. On passe maintenant à Fire Force, tome 28, alors avec une couverture, sur le coup je l'avais pas comprise en la voyant, donc je me dis merde ils font une référence aux Beatles, et en fait non parce que ils ont des tenues d'écoliers, parce qu'en fait il y a un gros flashback sur les moments où Shinra, Arthur et Ogun étaient à l'académie des pompiers, des jeunes pompiers, des apprentis pompiers, donc il y a un petit flashback qui fait un tiers du bouquin là-dessus, qui revient comment ils se sont rencontrés, comment Arthur et Shinra, bon, ça y est un petit peu, ont commencé à se foutre sur la gueule à coup de je suis le roi des chevaliers, je suis le plus grand des héros. C'est vraiment cool. Il y a un gros combat entre Ogun et l'un des méchants avec le gros musclé tout baraqué avec son. Qui cache les yeux, de toute façon il se cache tous les yeux. Fire Force, c'est toujours aussi bien. Bon, comme je l'ai dit, ça fait. Maintenant un an que le manga est terminé au Japon, que j'ai tout lu à ce moment-là pour me dire est-ce que je. Parce que j'avais un petit peu arrêté Fire Force au tome 20. J'ai tout lu, j'ai surkiffé, et donc je poursuis, enfin je redécouvre la lecture. Le prochain tome, normalement, on va avoir le combat entre Arthur et Dragon. C'est une masterclass. Je l'emploie pas souvent, le mot masterclass, mais vraiment, si ma mémoire est bonne, ça fait déjà un an, Arthur contre Dragon, l'auteur il s'est lâché. Atsushi Kaneko, enfin non Atsushi Kaneko, Atsushi Okubo, il s'est complètement lâché. Hâte de lire le prochain tome de Fire Force, en tout cas c'est toujours de la balle. Vous le savez, une semaine sur deux, je parle de Karakuri Circus et l'autre semaine de Baki, mais comme la semaine dernière, j'ai pas fait de mes lectures, cette semaine, double dose, Karakuri et Baki. On commence avec le tome 15 sur 16 de sortie de Karakuri Circus. Je crois que j'ai un peu trop d'avance parce que la suite arrive au mois de mai. Et je crois que en fait, je vais me retrouver une semaine ou deux sans avoir de Karakuri Baki à lire. Et pourtant, j'avais bien fait en sorte de prendre mon temps pour pas avoir trop de temps d'attente, mais je crois que j'ai un petit peu merdé. Donc, dans ce tome 15, on est toujours dans le méga flashback sur le
grand-père, entre guillemets, de Masaru. On découvre les origines de son père, dedans, qui n'est finalement pas le fils de son grand-père, il n'y a aucun lien de sang entre eux. On découvre bah, qui l'a épousé, qui est donc la fille de la chef des Shirogane, qui était partie s'exiler au Japon. Et en fait, là, toutes les explications, tous les flashbacks qu'on a eu pendant 14 tomes, et surtout pendant l'arc du combat contre le Cercle de Minuit, apothéose dans ce tome-là. Francine avait disparu pas loin du Japon. Boum, elle arrive ici. On découvre ce qu'elle est devenue. Guy, il avait affronté quelqu'un, il a perdu un bras sur sa Olympia, et on sait que bah, le robot de Shiro, enfin la marionnette de Shirogane, donc j'ai oublié son nom, excusez-moi, son nom français, excusez-moi, il a un trou. On découvre comment ce qui s'est passé, et en fait, il y a plein de révélations bah, par rapport au fait que Francine, j'en parlerai un petit peu après Francine, on va en parler, qui est venue au Japon pour se donner la mort, elle a demandé à ce que quelqu'un la détruise. Guy qui va devenir, on découvre en fait qui est maintenant, ce qu'il considère comme étant sa mère, parce qu'il sa mère l'a abandonné, on découvre en fait qui il considère comme sa mère, qui est donc la fille de la Big Boss des Shirogane, excusez-moi j'ai oublié son nom, et même le nom de sa fille j'ai oublié son nom, sa fille qui est morte, et on découvre, bah, vous savez ce qu'elle était devenue avec l'arc du Cercle de Minuit, ce qui fait que tout ce qu'on voit là, on se dit, ça va mal finir, ça va mal finir, ça va mal finir, et ça finit mal, et on arrive à la fin de ce tome qui est pour moi une putain de dinguerie, très clairement. C'est que bah, les automates envahissent le Japon, ils attaquent bah, là où il y a tout le monde, hein. Il y a Guy, il y a le grand-père de Masaru, il y a sa femme, bah, qui est enceinte en plus, et il y a bah, Francine, elle vient voir le Cercle, il fait « Je suis votre chef, vous m'obéissez ». Sauf que bah non, ils obéissent à ses 4 lieutenants, pas à elle. Et donc, massacre en série, il y a des morts, et j'adore le moment où Francine, pendant tout le moment où elle est là, elle voit le bébé, elle sourit pas, elle sait pas ce que c'est de sourire, parce que elle a pour vocation de sourire, et elle a créé les 4 automates, Pantalone, Dottore et compagnie, pour sourire, et eux, ils ont essayé de créer des massacres pour la faire sourire, et elle a souri comment? En protégeant Éléonore, donc la fille du grand-père de Masaru et de sa femme, donc etc., qui ressemble à Francine, et elle sourit à ce moment-là. Et tu dis, c'est ouf, c'est que ces sbires ont cherché à la faire sourire à travers la mort, et finalement, elle sourit en protégeant la vie. C'est tout con, mais c'est beau. Voilà, c'est beau. Enfin, j'ai hâte de lire le prochain tome parce que ça va être sûrement des putains de dingueries. On enchaîne dinguerie sur dinguerie. On découvre aussi qui est finalement la fille du grand-père de Masaru, qui en fait, bah, Éléonore Shirogane, c'est la fille de son grand-père. Donc en fait, enfin, c'est comme ils vieillissent de 1 an tous les 5 ans, finalement, au bout d'un siècle, elle a pris que 10 ans dans la gueule. Dinguerie. Vraiment, Karakuri Circus, ce tome-là, c'est une dinguerie. Il en reste encore 10, donc c'est vraiment loin d'être fini au niveau des dingueries. J'ai hâte de lire le prochain tome, parce que je pense qu'on va avoir des explications sur le conflit entre bah, le père biologique de Masaru et son grand-père. Hâte de voir ça, en tout cas, Karakuri Circus. Putain de dinguerie. Je le répète 10 fois, mais c'est vraiment une méga dinguerie ce qui se passe dans ce tome 15. On redescend un petit peu, Baki, tome 10. Alors, c'est vrai qu'après un tome 15 de Karakuri Circus qui était une monstruosité sans nom, le tome 10 de Baki est vraiment cool, mais un peu moins. Donc c'est la fin du combat entre Baki et Gaïa. Baki a gagné, a battu le militaire le plus fort du monde, qui était censé être le numéro 2, juste derrière son père. Donc Baki, sans pousser les ailes, il pense qu'il a des grosses couilles. Donc il va affronter son père. Les deux s'entraînent, alors avec des entraînements bon, what the fuck, Yujiro qui veut attraper la flèche d'un maître du Kyudo qui s'est entraîné pendant des années, qui a pu transpercer c'est pas un cerf, enfin l'équivalent du cerf au Canada, j'ai oublié le nom, de part en part. Baki s'entraîne avec un boxeur, un sumotori, un maître de l'escrime, enfin n'importe quoi. Il va même retrouver son pote Anayama, il va s'échauffer un petit peu avant le combat. Et donc, le tome se termine sur bah, le prochain tome, ça va être le combat entre Baki et Ujiro, qui va être le point culminant de ce méga flashback qui a duré 4-5 tomes finalement. Parce que moi j'ai découvert Baki, je me le répète, avec l'animé, et dans l'animé, bah, on commençait avec le flashback. Donc on commençait avec Baki qui était collégien, et ça se terminait bah, sur la fin de ce flashback, et ensuite on enchaînait sur le début du manga Baki, quand il est jeune adulte, et qui se bat dans les arènes avec le descendant je sais plus comment ça s'appelle, des Tokugawa. En tout cas, bah, vivement le prochain tome, vivement le tome 12, que j'ai aussi, et parce que bah, après on va arriver sur le méga tournoi, on va enchaîner combat sur combat à la Kengan Ashura, et ça c'est ça qu'on aime dans Baki. La bagarre. Alors il y a aussi la bagarre dans ce tome-là, mais c'est vrai que la bagarre what the fuck qu'il va y avoir dans le tournoi du tome 12-13 et la suite, j'attends ça avec impatience. On parle maintenant de Genesis tome 7 de Kujimori. Alors, je le répète comme ça, si certains l'ont oublié. Au mois de juillet, à Japan Expo, Vega Dupuis sort Holy Land, qui est pour moi
le chef-d'œuvre de Koji Mori, manga underground. On va suivre un jeune garçon qui a été un petit peu martyrisé au collège, qui s'est entraîné pendant 3-4 ans, qui sort dans la rue, qui tabasse des racailles, qui tabasse des maîtres d'arts martiaux. C'est génial, c'est 18 tomes, ça va être une dinguerie. Ils vont sortir les 2 premiers tomes. J'espère qu'on aura un petit truc, genre un tome de Genesis acheté, un tome d'Holy Land, on a un petit cadeau, ça serait vraiment cool. En tout cas, ce tome-là de Genesis, il m'a marqué. Genre surtout le début, c'est qu'en fait, bah, on avait fini le tome 6 sur la bagarre entre les Homo sapiens et les Néandertaliens. Et en fait, les Néandertaliens, ils ont fait une manœuvre un peu bizarre. Ils ont envoyé 2 équipes, et une équipe a enlevé les femmes du village, notamment bah, les potes, enfin les copines de Taiga, qui viennent de notre époque. Et il y a un passage où l'une d'elles se fait violer. Alors, ça dure une case, enfin on voit une page où, voilà, il se passe ce qui se passe, on voit rien d'autre. Ça dure pas trop longtemps ça, mais sur le coup, je me suis dit: «Waouh, je m'attendais pas à voir ce genre de scène». Au moins qu'on nous le dise, on nous le sorte, on nous dit: «Ouais, tu sais pas ce qu'ils nous ont fait, et cetera, voilà, on a été souillés». On aurait compris. Là, j'avoue que voir 2 pages où on voit ce qui se passe, ah! Et surtout, bah, je me dis: «Est-ce que dans 9 mois, il va pas se passer des choses pour elle?» Ça serait horrible. Ça serait vraiment, c'est pire que le pire, tu fais ça. Non, je sais pas. Et alors, c'est très intéressant ce qui se passe dans ce tome-là, c'est que Taiga dit, mais et ses potes se font des réflexions, ils sont trop organisés, ils font des manœuvres qui sont pas de cette époque-là. Là, c'est des manœuvres militaires qui ont 1000 ans d'avance, et on se pose maintenant la question. Il parle d'un roi qui a l'air d'être un peu raciste, qui veut pas que les Homo sapiens existent parce qu'ils sont noirs, enfin, ils sont une couleur sombre, la peau pas pâle, on va dire, ils ont pas la peau blanche. Et je me sens me dire, merde, est-ce qu'il y aurait pas une sorte de gros raciste du présent militaire qui est venu à cette époque-là, et qu'il va y avoir une sorte de guerre interposée entre Taiga et ses potes, et un mec un peu raciste, d'extrême droite, qui aime pas les gens de couleur? Je sais pas. En tout cas, là, je me pose la question et je suis très curieux. J'ai hâte de lire le prochain tome. En tout cas, Genesis, c'est de la balle. Vivement la suite. Maintenant, on va faire un petit point sur une série que j'ai lue très récemment, les 26 tomes. C'est Touch. Alors, oui, je l'ai pris sur tablette, en Kindle sur Amazon, donc j'ai les 26 tomes. Heu, pour plusieurs raisons, je l'ai pris sur Kindle. Bah, déjà parce que les tomes en physique n'existent plus. Enfin, ils sont trouvables à prix 60 € le tome. Va te faire foutre. Clairement, j'ai pas envie de dépenser 1000 balles pour acheter une collection d'une série de 26 tomes dont je suppose les qualités, genre, parce que je n'ai pas lu, à Minato Adachi, j'ai lu, 3 mangas dans ma vie, hein. J'ai lu, ces 4 short programmes, j'ai lu le tome 1 de Katsu, j'ai lu le one shot qui est sorti chez, Nobinobi, et c'est tout. Je connaissais pas plus que ça. Alors, on m'a dit: «Touch, c'est une dinguerie, c'est un de ses chefs-d'œuvre, c'est une de ses premières œuvres». Je crois même que c'est sa première œuvre, mais j'ai peut-être qu'il a fait des trucs avant, donc je préfère ne pas supposer, enfin présupposer plutôt. Et donc, bah, je me suis pris avec quand j'ai pris, j'ai commencé à m'acheter les mangas en numérique, je me suis pris les tomes de Touch, 4-5 par 4-5, et une fois que j'avais, bah, 7 tomes, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais commencer à les lire». Donc, c'est un manga de baseball, avec un triangle amoureux. On va suivre 3 personnages, Tatsuki qui donne son nom au manga parce que son surnom c'est Tachan pour Tatsuki, et Tachan ça fait Touch, Minami qui est donc son ami d'enfance, et son frère, enfin Tatsuki a un frère qui s'appelle Katsuki, ils sont frères jumeaux, et donc ils ont grandi toute leur enfance avec une fille qui s'appelait Minami, qui a le même âge qu'eux, et c'était leur voisine. Et donc il y a un triangle amoureux entre ces trois-là, qui est là dès le début, qui est posé, et il y a tout un délire de baseball, parce que l'un d'eux est un génie du baseball, et l'autre a un talent inné, mais ne fait rien avec. Et donc la sœur préfère l'un plutôt que l'autre, mais voilà, les deux aiment la fille, il va se passer plein de choses pendant 26 tomes, c'est génial, il y a tout au fond, un fond de tournoi allé au Kochien, donc qui est le tournoi national japonais des moins de 18 ans, c'est génial. Alors, graphiquement, le manga, il a quasiment 40 ans, donc je vais pas non plus dire que ça se voit pas que ça a 40 ans. Si, ça se voit que c'est un petit peu 40 ans. Surtout quand on voit les mangas qu'il a fait plus tard, enfin comme Katsu ou Mix que j'ai commencé à lire, qui est entre guillemets la suite, mais j'en parlerai prochainement quand je serai à jour dans Mix, donc on en parlera pas, dans pas très longtemps je pense. Parce que j'ai lu quelques tomes de Mix et je bomba, c'est tellement bien. Surtout qu'il y a l'animé qui est sorti sur ADN en ce moment, la saison 2, dinguerie aussi. Et donc, Touch, super bien. 26 tomes qui se lisent d'une traite. Alors, moi j'ai dit graphiquement, ça se voit même bah, dans les dégaines des personnages, hein, ça sent les années 80. Ils sont pas très modernes, parce que bah, ça a 40 ans, quoi. Voilà. Mais c'est génial, j'aime bien le fait que l'auteur s'immisce des fois dans le récit, où il vient et dit ah, attendez, je reviens, on continue. Ça, c'est vraiment cool. Euh, lisez. Lisez vraiment Touch. C'est qui s'appelait en plus Théo la batte de la victoire en VF. Et c'est marqué en plus, c'est marrant, tu vois, Touch et en dessous marqué Théo la batte de la victoire. C'est très drôle voilà, d'avoir ça. En plus, ce qui est bien avec le fait de l'avoir en numérique,
enfin en tablette, c'est que les pages sont bah, en bonne qualité, sauf 4 tomes où ils ont scanné les pages, je sais pas pourquoi. C'est pas des pages numériques, c'est des pages scannées, on voit vraiment le grain de l'impression, et c'est un peu dérangeant, ce qui fait qu'on peut zoomer, quand c'est bah, comme c'est numérique, zoomer, et quand il y a double page, bah, on peut incliner la tablette, Manga Badass en parlait il y a pas longtemps sur une de ses vidéos, et bah, on peut voir la double page sans avoir une coupure au milieu, ça fait plaisir. Touch aussi, c'est une série que je vous conseille de lire, sans trop lire les résumés, parce qu'il y a des résumés qui spoilent certains trucs qui sont très importants, parce que vous allez voir, il y a un passage qui est monstrueux vers la moitié de la série, un petit peu avant la moitié, qui fait que si t'as passé ça et que tu trouves que Touch c'est moins, arrête-toi. Si après ce passage-là tu te dis pas c'est une dinguerie, tu te diras jamais c'est une dinguerie. Donc voilà, moi Touch, j'ai surkiffé. Je pense que je vais continuer à me prendre des titres de Mitsuru Adachi en tablette parce que bah, la plupart des titres qui sont sortis de lui sont sortis il y a très longtemps et sont pas réimprimés. Il y a deux trois séries qui m'intéressent notamment. Encore un manga de Bezos, mais je crois qu'il est chez Delcourt et il est pas en numérique, je crois que c'est H2. Et il y a un autre manga, je crois que c'est sur la natation, qui est chez Glénat et qui est trouvable, je crois que c'est Row, je sais plus comment ça se prononce, qui ont une dizaine de tomes. Alors, fait que j'ai des grosses conneries. Mais en tout cas, voilà, je vais sûrement en reparler et j'avoue que bah, je suis très content de découvrir Mitsuru Adachi. Un peu con de me dire, il aura fallu 30 ans pour découvrir Mitsuru Adachi, alors j'aurais pu le découvrir bien plus tôt. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Et je suis quand même un petit peu content de le découvrir si tard parce que je prends pas les mix en physique. Parce que vraiment, quand je vois les impressions de mix en physique avec le papier transparent, j'aurais été dégoûté. Et là, j'avoue que bah, maintenant que j'ai le déclic du passage au numérique, ça me dérange pas de prendre les mix, surtout que j'ai lu les premiers tomes et j'avoue que c'est ultra plaisant de les avoir en numérique. On parle encore un peu de numérique avec le tome 13 de Blue Lock, parce que voilà, Blue Lock, comme je l'ai dit, j'ai fait le pas, je passe la série en total numérique, et j'avoue que c'est super agréable de lire bah, le manga en numérique. Déjà, j'ai des très grandes pages par rapport à un format plus classique manga, et en plus, quand j'ai double page, ben, je fous le manga comme ça, et je peux avoir la double page pleine, c'est super agréable, et en plus, bah, quand ma tablette est inclinée comme ça, c'est aussi grand qu'un manga bah, ouvert. Donc en vrai, je ne perds même pas en termes de taille. Donc Blue Lock, tome 13, on est toujours dans le troisième tour du Blue Lock, donc cette fois où on a fait un classement des 6 meilleurs et les deux premiers jouent ensemble, le 3 et 4 jouent ensemble, et le 5 et le 6 jouent ensemble. Ils se font des équipes avec eux de 5, et ils vont s'affronter avec des équipes. Et bah, ça va très vite en fait, parce que je pensais qu'on allait avoir 4-5 tomes, on allait avoir le temps de montrer certains personnages secondaires qui sont pas dans les 6 premiers, et finalement, bah, dans ce tome-là, c'est déjà terminé. Et on passe à l'étape suivante, affronter l'équipe des moins de 20 ans du Japon, où on nous montre quelques joueurs qui ont l'air d'être des gros tarés, et bah, j'ai hâte de lire le prochain tome. Et de ce qu'on m'a dit, ce duel-là entre le Blue Lock et les moins de 20 ans, c'est une putain de masterclass, c'est une pépite, donc on me le survend, j'espère que je vais pas être déçu, mais j'ai hâte bah, de lire la suite de Blue Lock. En tout cas, moi je poursuis en numérique et peut-être mais je vais me revendre peut-être tous mes Blue Lock pour tout prendre en numérique. Ça me fera un peu de gain de place à la maison. Mais en tout cas, Blue Lock, vraiment génial. On parle rapidement de Quand Takagi me taquine, tome 18, parce que je vais en parler rapidement parce que j'ai pas grand chose à dire sur la série, parce que bah il se passe pas non plus des masses de choses finalement parce que bah c'est toujours les petites espiègleries de Takagi qui embêtent Nishikata. J'aime bien le petit début où on a un foreshadowing où on les voit adultes et ils sont avec leur gamine qui a 4-5 ans, qui est en école primaire si je dis pas de bêtises, et ils trouvent une boîte et en fait ça fait écho à un truc qu'ils ont fait il y a 10 ans où ils ont fait un concours de «Eh j'ai trouvé un caillou, qui c'est qui est le plus beau? Bon, on verra dans 10 ans» et bah, celle qui évalue le caillou c'est leur fille 10 ans plus tard. Ça c'était mignon. Bon, le reste des histoires toujours aussi sympathique, moi j'aime beaucoup. J'avoue que j'aurais pu prendre quoi, ce manga en numérique, mais bah, j'ai acheté les tomes il y a très longtemps, je poursuis jusqu'au bout. Par contre, bah, j'avoue que les autres titres de l'auteur qui sortent, notamment bah, Ayumu, j'ai acheté les deux premiers tomes et je pense que j'achèterai la suite en numérique, c'est pour ça que j'en parle plus, parce que j'aime bien Ayumu, mais pas au point de me faire la série fait 10-15 tomes au Japon et pas terminée comme Takagi, donc j'ai pas envie d'avoir 150 tomes de l'auteur à la maison. Donc Ayumu, bah, j'ai les deux premiers tomes, mais je pense que la suite je la ferai en numérique. Donc si je reparle de Ayumu, ça sera uniquement en numérique. Voilà, en tout cas Takagi, c'est toujours aussi plaisant, moi je kiffe cette série, vraiment à lire. C'est une petite comédie romantique, tout en délicatesse. J'aime beaucoup le passage où bah, ils s'entraînent aussi à la course et qu'à la fin, Takagi est trop fatigué et elle s'endort sur l'épaule de Nishikata. C'était mignon, c'était plein de tendresse, j'aime toujours autant ce manga. On parle maintenant de Shine, tome 19 sur 22 ou 23, donc on est vraiment à la toute fin
de Shine, donc avec un Ikuto qui a remporté le showroom de Aphrodite, et donc maintenant qu'il est un petit, bah, c'est le grand vainqueur, il est galvanisé, bah, il va lancer sa marque. Et sauf que ben, ça doit être un mec qui est très bon dans le domaine de la mode, créer sa marque et être un chef d'entreprise, c'est un truc nouveau pour lui. Donc là, il est complètement largué, donc il va demander à des, on va dire à son harem de filles, parce que finalement, tous ceux qu'il va contacter, c'est les filles qui sont en love sur lui. Et j'aime bien comment il dit, ouais, on peut se voir demain, j'ai un truc à te dire. Et l'autre, elle est en train de se dire, il va me déclarer sa flamme, et elle devient toute rouge, elle est en train de dire, attends, je me pomponne, il faut vraiment que je sois élégante pour qu'ils me disent je t'aime, etc. Alors que pas du tout, il demande juste, tu veux bosser pour moi? Et je trouve ça génial. Shine, c'est toujours aussi bien. Moi, je vous conseille toujours autant ce titre. On parle maintenant de Rokudenachi Blues tome 6. Donc on avait terminé le tome 5 avec toute l'école de Taizo Maeda qui était partie dans le Kansai pour faire bah, les vacances scolaires. Et donc c'est la région d'origine de Taizo Maeda, donc le héros. Donc on découvre bah, son troisième frère, son deuxième frère, son plus jeune frère, vu qu'il a un aîné. On découvre son père qui est pas un enfin si c'est un moine bouddhiste, taoïste, je sais plus. Au moins, je crois qu'il vénère Bouddha, donc j'ai un doute. On découvre que bah, il avait une copine au collège qu'il a quittée, et donc il y a tout un triangle amoureux qui se crée avec son ancienne copine, sa copine actuelle Chiaki, qui se bourre le chou, etc. Et c'est vraiment cool, surtout bah, la fin où elle dit non, mais en fait, je t'ai oublié, maintenant, j'en ai rien à foutre de toi, je vais me taper ton ancien pote, qui est lui beaucoup plus gentil et qui lui est amoureux de moi. Il y a toute l'histoire autour de son père, qui était une ancienne racaille, de son frère qui veut devenir champion de baseball, qui finalement va devenir moine comme son père, qui reprend le temple familial. C'est vraiment un super tome. Je crois, si ma mémoire est exacte, que on est à 2 tomes de commencer les bails sérieux de Rokudenshi Blues, à savoir bah, tout le délire autour des 4 rois des cieux, de Tokyo, etc. Bah, j'ai hâte, en tout cas, ça fait déjà un an, Rokudenshi Blues, et j'avoue que les dos commencent à avoir de la gueule parce qu'en fait, bah, quand tu commences à avoir 5-6 tomes qui se mettent côte à côte, avec la fraise qui commence à apparaître, ça commence à avoir de la gueule. Mais c'est vrai que un an pour commencer à avoir 3-4 persos qui se tapent dessus, c'est un peu long. J'espère que la série n'a pas perdu trop de lecteurs. En tout cas, moi, Rokunechi Blues, je continue jusqu'au bout. Même si bah, l'édition est pas non plus toujours fifou, bah, c'est le seul moyen de la voir en physique, même si je sais que le manga est en numérique, bah, j'ai commencé, j'irai jusqu'au bout. Maintenant, mais je pense que les autres titres masterpiece de Pika, à moins qu'il y ait vraiment une très très grosse surprise ou une qualité qui soit oufissime, je pense que je les prendrai tous en numérique. Comme pour Baki et Karakuri Circus, j'en parle tous les dimanches sur mon Instagram et mon TikTok. C'est Fairy Tail, donc bah une semaine de retard ou pendant parler sur YouTube. Donc je parle du tome 34 et 35, donc l'avant-dernier tome de Fairy Tail, donc de l'édition intégrale de chez Hachette. Donc c'est toujours le méga combat contre Zelef et ses 12 Spriggan. Ouais, les 12 Spriggan. Donc le tome 34, on a des combats contre les derniers qui sont revenus à la vie. Donc c'est des combats un peu osef. Il y a certains qui sont revenus à la vie, qui se font poutrer par des mecs comme Elfman. Alors, j'ai un contre Elfman, mais c'est pas, on va dire, les gros cadors de Fairy Tail. C'est le milieu, on va dire. C'est pas les gros personnages centraux. Souvent, bah, ils affrontent des petits mecs comme ça, droite à gauche. Et ils font rarement des gros combats contre des grosses bières. Quand on nous dit que les 12 Spriggan, c'est censé être des mages oufissimes, quand tu vois que 2 tomes plus tard, ils se font poutrer par Elfman, Kana et compagnie, c'est un petit peu drôle. Mais à la fin du tome 34, on a le combat entre Eileen et Erza qui commence. On découvre le lien entre les deux, le fait que Eileen est de l'époque d'avant Zelef, que c'était la première chasseuse de dragons, donc c'est un peu la mère des chasseurs de dragons, que bah, elle est devenue un dragon à cause de ça, parce qu'elle ne maîtrisait pas encore cette magie-là, et qu'elle avait Erza dans son ventre, et qu'elle a voyagé jusqu'à notre époque, elle l'a mis au monde grâce à Zelef, etc. C'est vraiment cool, le combat est sympathique, est vraiment génial, avec le fait que Eileen est une méchante, vraiment pas sympa envers sa fille, et qu'elle lui dit à la fin non mais en fait je peux pas te tuer parce que t'es ma fille, et quand je te vois sourire, bah je me sens comme une mère. Et ça c'est trop beau, c'est vraiment tout mignon de la voir dire que ça peut être la plus grosse pétasse de tous les temps, qui va dire ouais je vais te tuer, je t'aime pas, etc. Bah au fond d'elle, ça reste comme une maman qui tient son enfant, et ça j'ai trouvé ça très très beau. Dans le tome 35 on a aussi le combat entre Kana et son père Gérald, j'ai plus son nom à chaque fois, j'ai un trou, face à Auguste, donc qui est le plus puissant des 12 Prianes, et qui en fait révèle être le fils en fait de Zelef et de Mavis. Il en parlait souvent du fait que oui, Zelef a un fils qui est entre la lumière et les ténèbres, et à chaque fois on nous montrait bah, Dragnir qui était censé être le fils de Zelef, et en fait non, il parlait de lui. Et donc on découvre comment il est venu au monde, et le combat est super cool, le combat entre enfin entre un père et sa fille face à un enfant, et quand bah, c'est bien la manière dont il meurt, en fait, quand il sait même pas battre, il voit sa mère,
il disparaît, il apparaît juste derrière, il dit: «Maman». Et c'est tout. Et ah ça m ah j'ai bi c'est j'ai eu une petite larme, j'ai dit: «Ah c'est mignon, c'est tout mignon», j'aurais aimé juste un petit truc où juste Mavis, elle le prend dans ses bras et qu'il se sacrifie. Ça aurait été alors l'apothéose, là j'aurais pleuré, hein, mais c'était vraiment bien. Plus qu'un tome et ça sera le final de Fairy Tail. Donc le combat entre Natsu et Zelef, le combat contre Acnologia et c'est la fin de Fairy Tail. Et bah, j'en parlerai la semaine prochaine quand je parlerai du tome 36. Qu'est-ce que j'ai pensé de Fairy Tail maintenant que j'ai lu l'intégrale en entier à nouveau? Alors ça faisait longtemps que j'ai pas parlé de BD et de comics, alors que pourtant je dis bien en début l'émission qui parle de mes mangas, mes BD et lectures que je lis. Eh ben, Invincible tome 9 sur 12, donc on est aux 3 quarts de la série de l'intégrale de Invincible de Kirkman, donc le scénariste de Walking Dead. Toujours aussi bien, Invincible, moi je prends toujours autant de plaisir à lire chaque tome. Il se passe, comme d'hab, beaucoup de tomes, beaucoup de choses dans ce tome-là, parce que bah, c'est un intégral et il y a beaucoup de chapitres. Notamment, on passe le numéro 100 d'Invincible, parce qu'il y a dedans, il y a le numéro 97 à 108, et il y a un petit passage un petit peu dans le numéro 100, où, alors je me demande si c'est pas une auto-dérision de Kirkman par rapport à ce qui s'est passé peut-être aux États-Unis, sur le fait que Mark rencontre son auteur préféré qui écrit un comics, et il dit: «Ah, pour le numéro 100, vous avez fait ça, mais c'était vraiment pas cool de faire 15 couvertures alternatives. Moi, en tant que fan, je me suis senti obligé d'acheter les 15 couvertures». Alors je me suis dit: est-ce que c'est Kirkman qui fait une autocritique de ce qui, lui, va être fait grâce à sa maison d'édition, ou est-ce que c'est une critique de ce que font habituellement les éditeurs quand il y a un numéro 100 et que lui ne veut pas pour Invincible? Je sais pas, peut-être que je me renseignerai plus tard. On découvre aussi des trucs par rapport au Viltrumite, parce qu'il y a tout un délire sur le fait que on a enfin découvert qui était le roi légitime du Viltrumite, qui est le papa de Mark. Donc en fait, Mark est bah, le prince des Viltrumites maintenant, même si c'est un sang mêlé. Et c'est intéressant. Mark, qui en plus bah, découvre que Atomev est enceinte à nouveau. Bon, cette fois, ils vont garder l'enfant, donc ils vont être papa. Sauf qu'il y a un délire sur le fait que Atomev, quand elle utilise son pouvoir, ça peut faire du mal à son fœtus. Donc ce qui fait que pendant 9 mois, elle va devoir vivre comme une humaine classique. Et alors, j'ai pas trop compris pourquoi il y a eu ça. Il y a une sorte de triangle amoureux qui se crée, où il y a une Viltrumite qui a l'air d'être en chaleur quand on voit Mark. Et, à un moment, elle vient, elle l'embrasse, elle dit: «Oh, t'as pas posé de résistance, hein, toi tu m'aimes bien». Et elle s'en va. Je sais pas trop ce qu'ils veulent faire de ça ensuite, mais à voir. En tout cas, le tome 9, en plus, on découvre que Robo, qui était... On nous avait montré des petites facettes de lui un peu mégalomane, mais on se rend compte que c'est finalement aussi un méchant. Il envoie Mark dans une autre dimension où ben, le Mark de ce monde-là est devenu le roi des Viltrumites et il dirige le monde. Voilà, en tout cas, Invincible, c'est de la balle. Vivement le prochain tome. Et je pense que normalement, si on a un rythme de un tome tous les trimestres, normalement, à la fin de l'année, on a fini la série. Et je suis très content parce que vraiment, Invincible, je surkiffe. Chaque tome, c'est vraiment... j'adore. Voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous l'avez apprécié. Bah, si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir et je le répète, ça permet à la chaîne de grandir tout doucement mais sûrement. Bah, sur ce, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.